très bien. Donc on a parlé de chaleur, de température, transfert thermique, etc. Maintenant, on va parler un petit peu de la façon dont fonctionnent les thermomètres. Déjà, un thermomètre, ça mesure, donc on a dit, des degrés Celsius. Alors, est-ce qu'il n'y a que les degrés Celsius dans la vie? Non, Fahrenheit. Fahrenheit, quoi d'autre? Ah ah. Oui, qui l'a dit? C'est très bien. Kelvin aussi. Alors, on ne dit pas degré Kelvin, il y a une petite subtilité, on dit Kelvin tout seul. Kelvin, voilà, très bien. Donc, on dit degré Celsius, on dit degré Fahrenheit, et on note ça avec un petit rond et un grand F, et on dit Kelvin tout seul. Fahrenheit, ça c'est les Anglais et les Américains qui utilisent cette échelle-là. Fahrenheit, c'était un Anglais, ouais. Alors, est-ce que vous savez comment elle est définie, l'échelle Celsius par exemple? Comment est-ce qu'on fait pour définir une échelle? Pour savoir la taille d'un degré et savoir... il nous faut des points fixes. Ouais, il nous faut un 0. Et ça ne suffit pas juste un 0. Il nous faut un 0 et autre chose. Il nous faut 2 valeurs pour pouvoir ensuite séparer en petites graduations et savoir quelle est la taille d'un degré. Donc il nous faut 2 valeurs. C'est quoi les 2 valeurs qui définissent l'échelle Celsius? 40. Oui, 0. C'est quoi 0 degré Celsius? Ça correspond à quoi? À la température de fusion, ouais. Et 100, la température d'ébullition, voilà. Donc si je dessine une petite échelle, comme ça, donc 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius, ça correspond au moment où l'eau solide devient liquide, ou bien l'eau liquide devient solide. Donc c'est le point où il gèle notamment. C'est un mélange d'eau liquide et de glace. Liquide solide. Si vous préférez eau-glace. Et donc 100, ça correspond au point d'ébullition où on a un mélange liquide-vapeur. Alors comment ça s'appelle quand on passe de liquide à vapeur par exemple, ou bien de liquide à solide? On parle de quoi? D'un changement d'état, exactement. Ou une transition de phase, on dit ça aussi en physique moderne. Mais un changement d'état, c'est ça. Donc c'est comme ça que les degrés Celsius sont définis. Est-ce que vous savez comment sont définis les degrés Fahrenheit? C'est pas 20. Alors le 0 Fahrenheit, il correspond à moins 17,8 degrés Celsius et il est défini par aussi un mélange eau-glace, mais avec du sel dedans. Alors, on pourrait faire ça maintenant, par exemple. Donc, ceci est un thermomètre qui fonctionne en mesurant la valeur d'une résistance électrique qui est au bout. Et sa valeur dépend de la température. Donc du coup, quand la température change, la résistance électrique change et l'appareil peut le détecter. Donc quand je mets le thermomètre dans mon bac à glace, qu'est-ce que vous lisez comme température? 0, voilà. Donc ça, c'est le mélange eau-glace. Alors je vais mettre un petit peu de glace dans le petit bécher, là. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui peut venir m'aider parce que tenir tous les bouts là. Voilà, donc tu vas faire le témoin thermomètre. Donc là on est toujours à 0 parce que c'est pareil qu'avant. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu de sel. Enfin, je vais mettre même beaucoup de sel, mais bon, allons-y. Je finis déjà cette boîte là pour commencer. Tu peux touiller un petit peu avec ton machin là. Voilà, très bien. Alors remets-le bien au fond maintenant. Alors qu'est-ce que tu lis? Regarde bien la température. Elle est négative. Elle est négative. Elle est à peu près à moins 5, ça continue à baisser, moins 6, moins 7, etc. Donc vous voyez que si je mets du sel dans le mélange eau-glace,
la température diminue. Et en fait, Fahrenheit, il a utilisé un mélange eau, glace, sel pour définir son zéro, qui se trouve donc ici. Ça, c'est 0 Fahrenheit, qui correspond à moins 17,8 degrés Celsius. Alors, pourquoi ça se passe? Parce que quand je mets du sel sur la glace, ça fait fondre la glace. Et quand on passe de l'état solide à l'état liquide, on va voir ça dans un autre exemple qui est passé de l'état liquide à l'état gazeux, eh bien, ça coûte de l'énergie. Ça coûte ce qu'on appelle une chaleur latente de liquéfaction. Il faut payer de l'énergie. Et cette énergie, elle se prend directement dans la glace et l'eau, dans le mélange. Et donc, comme il faut apporter de la chaleur, en quelque sorte, pour faire passer la glace à l'état liquide, et bien la température diminue. Et ça, c'est utilisé dans la vie quotidienne, le fait d'utiliser du sel pour faire fondre la glace. Ça vous dit quelque chose? Quand est-ce qu'on utilise ça? Ouais, quand il neige, hein, quand il gèle, en fait, l'hiver, on en met sur les routes. Ça permet de faire fondre l'eau qui est sur les routes et du coup de rouler plus en sécurité, sans glace, sur le sol. Que là, à 0 degré ou moins 5 degrés, l'eau elle serait gelée, mais à cause du sel, elle gèle à plus basse température et on n'a plus de problème. Donc là, on est carrément à moins 13. On n'est pas encore arrivé tout à fait au 0 Fahrenheit, mais on est moins 14 degrés là. Hein. T'es d'accord, hein, je n'arnaque pas. Hein. Voilà. Très bien, merci, tu peux retourner à ta place. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vous amuser à faire à la maison, hein, si vous avez un thermomètre, parce que de la glace, de l'eau et du sel, je pense que ça se trouve. Donc vous pouvez essayer de refaire l'expérience. Bien, alors, donc le 100 degrés Fahrenheit, lui, il est défini de façon beaucoup plus loufoque et beaucoup moins précise aussi. Déjà, le mélange eau, glace, sel, il faudrait savoir combien on met de sel, parce que si on met plus ou moins, on n'a pas la même température. Donc, ce n'est pas très précis. Et le 100 degrés Fahrenheit, c'est encore pire, il est défini par rapport à la température dans la bouche d'un homme sain. En fait, c'est 96 degrés Fahrenheit qui correspond à la température dans la bouche d'un homme sain. Alors maintenant, si on prend un homme sain, un autre homme sain, une femme sainte, une autre, on va prendre la température et on va trouver des différences à chaque fois, et pourtant vous êtes tous en bonne santé. Donc du coup, ça veut dire que ce n'est pas une très bonne détermination d'une échelle. Et donc le 100 degrés Fahrenheit, il correspond à 37,8 degrés Celsius. Et du coup, ce n'est pas une échelle qui a été très utilisée par les scientifiques, parce qu'elle n'est pas très précise. Et l'échelle qui est utilisée par les scientifiques, c'est l'échelle des Kelvin. Et l'échelle Kelvin, elle, le point de repère de l'échelle Kelvin, c'est ici. Ça correspond à 0,01 degrés Celsius, et cette température-là correspond à 273,16 Kelvin. C'est précis. Et ça correspond à ce qu'on appelle le point triple de l'eau. Donc l'idée, c'est un petit peu la même que le mélange liquide-solide eau-glace, sauf que ici, c'est un mélange liquide, oui, plus solide, plus gaz. Et ce mélange-là, ça ne se passe que pour une pression bien définie. Le problème que vous avez avec cette définition-là ou cette définition-là, c'est que si on change la pression, la valeur à laquelle l'eau bout, par exemple, elle change. Et ça, c'est vrai, par exemple, si vous allez en montagne, en haute altitude, la pression, elle est comment en montagne? Elle est plus grande ou plus petite? Elle est plus petite. Donc quand la pression est plus petite, la température à laquelle l'eau bout est plus faible. Donc vous avez du mal à faire cuire vos pâtes parce que l'eau bout à 80 degrés, et 80 degrés, c'est pas beaucoup pour faire cuire des pâtes. Par contre, si on met une pression plus grande, l'eau bout à des températures plus élevées, donc on pourra rester à l'eau bouillante à des températures de 120, 130 degrés. Et il y a un appareil très perfectionné qui utilise ce système, et que vous avez peut-être dans votre cuisine, qui utilise l'astuce d'augmenter la pression pour faire bouillir l'eau à une température plus élevée. Comment s'appelle cet appareil? Non. Non. Le truc en haut? Non, la haute, non. Il faut augmenter la pression. Donc il faut
Fermez la casserole très très fort. La cocotte minute. La cocotte minute. Bravo. Bah, pourquoi ça s'appelle minute? C'est parce que ça cuit plus vite. Et pourquoi ça cuit plus vite? Parce qu'à l'intérieur de la cocotte minute, la pression est très élevée. On ferme très hermétiquement la cocotte minute. Il y a un joint, hein, si vous avez utilisé une cocotte, hein, c'est pour empêcher l'air de sortir. Donc elle est complètement fermée. Alors heureusement, pas tout à fait complètement, parce que si c'était complètement fermé, que l'air ne puisse pas sortir et que le volume augmente, ça finirait par exploser. Donc pour éviter ça, il y a ce qu'on appelle un petit objet dessus. Oui, qui fait tch. Ça s'appelle comment le truc qui fait tch? Ouais, alors ça ressemble à une cheminée, mais il y a un bouchon dessus. Une sous. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi dans les moteurs de voiture. Une sous. Un moteur 16 soupape. Bravo, une soupape. Une soupape, parce que quand l'air veut sortir, quand la pression devient trop grande, cette soupape, elle est très lourde. Hein, si vous la prenez dans la main, vous pouvez sous-peser. Elle est vraiment beaucoup plus lourde que... Enfin, c'est un objet très lourd. Et du coup, quand l'air est assez fort pour pousser cet objet, à ce moment-là, l'air peut sortir et ça maintient la pression dans la cocotte à une valeur élevée, mais qui ne part pas à des valeurs trop grandes pour que ce soit dangereux. Oui, les ballons. Oh là, merci. Hein. Je vais t'embaucher comme assistante. Très efficace. Alors, donc, on va maintenant discuter un petit peu de la façon dont fonctionnent les thermomètres. Donc je vous ai dit que ce thermomètre-là, il fonctionnait en mesurant une petite résistance qui se trouve au bout. Donc c'est un thermomètre électronique. Hein. Mais les thermomètres plus classiques, ça ressemble plutôt à ça. Vous avez déjà vu des thermomètres qui ressemblent à ça. Hein. Par exemple, c'est ceux qu'on peut mettre dehors pour voir le temps qu'il fait. Ouais, ou dans la bouche aussi, les médecins. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du petit... Ouais, le liquide rouge, c'est quoi? À chaque fois, ça marche. Hein. Tous, ils me disent mercure. Alors, le mercure, ça ressemble à quoi? Vous en avez jamais vu de votre vie, c'est normal, c'est polluant, donc on ne l'utilise plus. Le mercure, c'est un métal. C'est gris. C'est un métal, ça brille. C'est vraiment gris comme du métal, comme l'aluminium, d'accord? Donc ça, c'est pas du mercure, clairement. Et le mercure, on ne l'utilise plus. On a rapporté tous les thermomètres à mercure parce que ça pollue la nature, d'accord? Donc, il y a du colorant, ouais, et pas de l'eau, parce que le problème avec l'eau, c'est que si je mets dans la glace, ça va geler. Donc, c'est pas... C'est de l'éthanol, ouais. C'est de l'alcool, en tout cas. Exact. Parce que l'alcool, ça gèle à une température plus faible que ça, donc je peux le mettre dans l'eau glacée et ça restera liquide. Donc, il y a une réserve d'alcool colorée pour qu'on puisse voir, parce que sinon, ce serait transparent, ça marcherait moins bien. Et quand la température monte, le liquide monte dans le tube. Quand la température descend, le liquide descend dans le tube. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un petit truc derrière. Ça, c'est juste une réserve, une grosse réserve d'alcool. Donc, mais ça communique. Hein, s'il y a un truc, si on serre, ça va remonter la température. Ah non, parce que c'est en verre, c'est très très solide. Donc, c'est pas une petite poire sur laquelle on appuie, c'est pas ça. Ouais. Donc, c'est juste que je chauffe et après, c'est vrai que ça monte dans le tube. Pourquoi? Il y a une propriété qui fait que le liquide va réagir quand on change la température. C'est vrai. Et qu'est-ce qui fait le liquide quand on augmente la température? Non, mais je ne monte pas beaucoup la température, pas à ce point-là. Son volume augmente. Excellent. Son volume augmente. Bravo. Ah, ça, c'est une remarque de physicienne. Très, très bien. Donc, son volume augmente. Exact. Alors, on va faire un thermomètre maison pour vérifier le principe qui dit que quand la température augmente, le volume d'un corps augmente. Donc là, c'est du liquide, mais moi, je vais le faire avec autre chose. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bouteille? De l'air. Ah bah ouais, parce que s'il n'y avait rien et qu'il n'y avait plus d'air, on ne serait pas comme ça. Donc, il y a de l'air. Alors, cet air, je l'enferme à l'intérieur de ma bouteille de façon hermétique. C'est un bouchon qui ne laisse plus passer l'air. Donc, la quantité d'air qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille est fixée, d'accord? Et au bout, j'ai mis un petit ballon tout mou. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais faire chauffer de l'eau. Et on va faire varier la température pour voir ce qui se passe, d'accord? Alors, je vais utiliser cet objet-là pour verser mon eau dessus pour ne pas faire des bêtises. Alors, qu'est-ce que c'est que cet objet? Oui, un thermos. Donc, dans la vie courante, on appelle ça un thermos.
En fait, c'est un récipient calorifugé. C'est un récipient qui empêche le transfert de chaleur. Ça fait la croix là. Donc quand on met quelque chose de chaud, à ce moment-là, il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Donc il ne peut pas y avoir transfert de chaleur du chaud vers le froid. Et quand on met quelque chose de froid, dans l'autre sens, il ne peut pas non plus y avoir de transfert de chaleur de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ça permet de garder une boisson au chaud ou au froid. Nous, on appelle ça un dewar. Bon, c'est un nom scientifique pour dire la même chose, mais c'est comme une thermos, d'accord? Donc là-dedans, je mets ma bouteille et je vais utiliser l'eau qui est à peu près bouillante là. Ouais, ça va. Pour verser sur la bouteille, vous regardez bien le petit ballon. Tout le monde voit derrière aussi? Oui, si tu veux. Ah, c'est magique. Non, c'est pas magique, c'est physique. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ballon, il a gonflé. Ouais, ça c'est bien observé. Le ballon, il a gonflé. Et pourquoi il a gonflé? Parce que la température a augmenté. L'air qui était à l'intérieur de la bouteille, sa température a augmenté. Et donc, son volume a augmenté. Comment ça s'appelle ce phénomène physique qui dit que quand la température augmente, le volume augmente? Est-ce que vous connaissez ce mot-là? C'est le même phénomène qui fait que, par exemple, l'été, les portes en bois, des fois, on n'arrive plus bien à les ouvrir. La dilatation. Moi, je l'engage à la fin du cours, donc on prend rendez-vous pour une thèse l'année prochaine. Donc la dilatation, exactement. C'est la dilatation qui fait que quand on chauffe un corps, son volume augmente. Et c'est comme ça que marche le thermomètre. En fait, ça marche sur ce principe-là. On regarde à quel point le volume du corps a augmenté et on peut en déduire la température du corps. Alors maintenant, si je refroidis la bouteille, qu'est-ce qui va se passer du coup? L'air, il va redescendre. Alors, c'est pas qu'il est monté. Hein, alors, voilà, l'air va prendre moins de place, ça va se dégonfler. Alors, j'ai bouché la bouteille. On était à quelle température quand j'ai bouché la bouteille? La température de la pièce, là. Hein, Et là, je refroidis et je mets dans la glace. Donc, qu'est-ce que vous vous attendez à observer? Que le ballon se dégonfle. Jusqu'à quel point? Il va être aspiré, ouais, sans doute, parce qu'en tout cas, il faut que le ballon prenne moins de place que quand je l'ai mis au début, vu que maintenant, on va arriver à une température qui est plus basse que la température de départ. Donc là, le ballon, il est bien ratatiné, et si vous regardez attentivement, vous verrez que là, déjà, il est moins gonflé qu'avant, et là, hop, vous voyez comment il est? Et il a même envie de rentrer un petit peu dans le goulot. Il est complètement plat. D'accord? Vous avez vu? Tout le monde voit bien? Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour illustrer que ça marche dans les deux sens, hein, la dilatation. Quand on augmente la température, ça prend plus de place. Quand on réduit la température, ça prend moins de place.